Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de What the Flow. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les loyers commerciaux en Suisse. Avant toute chose, je tiens à vous signaler que ce qui va suivre et ce que je dis dans ma précédente vidéo n'est que mon avis personnel. Il est peut-être un petit peu plus éclairé du fait de ma formation de juriste. Toutefois, il n'y a aucune garantie que mon avis l'emporte devant les tribunaux. Je ne fais que vous exposer mes arguments et pourquoi je pense qu'ils sont bons. Je veux aussi vous signaler, avant toute chose, que les loyers commerciaux dont je vais parler dans le cadre de cette vidéo ne sont que ceux des personnes qui sont empêchées d'exercer leur activité lucrative en raison d'une décision prise par le Conseil fédéral. Alors ils peuvent être interdits totalement ou partiellement, mais dans tous les cas, cela devrait donner droit à une réduction ou une suppression du loyer, selon moi. Cette vidéo est donc la suite de celle que j'ai faite sur les loyers commerciaux et le défaut de la chose louée, et elle va traiter aujourd'hui de l'impossibilité d'exécuter sa prestation. C'est la deuxième vidéo sur un total de 4, d'après ce que j'ai prévu, et ces 4 vidéos reprennent chacune un des points qui est développé dans l'avis de droit effectué par l'ASLOCA. Je vous invite d'ailleurs à aller d'abord regarder ma première vidéo sur le sujet, car elle devrait vous permettre d'avoir une meilleure compréhension globale du sujet des loyers commerciaux et de la crise de coronavirus. Alors, avant de commencer à parler de droit, j'aimerais un petit peu faire le point sur l'actualité médiatique. Juste avant que je tourne ma première vidéo, le journal Le Matin a interviewé Olivier Feller et Carlos Sommaruga. Olivier Feller est le secrétaire général de la Fédération romande immobilière et est conseiller national du Parti libéral radical, donc c'est la droite traditionnelle qui représente normalement les bailleurs. Et Carlos Sommaruga est le secrétaire général de l'ASLOCA, donc l'association qui défend les locataires, et il est également conseiller aux États du Parti socialiste. On voit qu'il est évident que ces deux personnes sont complètement en opposition sur le sujet des loyers commerciaux, et donc Carlos Sommaruga défendait le point de vue des locataires et Olivier Feller défendait celui des bailleurs. Toutefois, petite analyse personnelle de cette interview, j'ai trouvé que Olivier Feller utilisait très peu le droit pour défendre son point de vue. Il mettait beaucoup en avant la négociation, il considérait qu'il fallait essayer de s'arranger avec son bailleur afin de lui demander un report de paiement et non pas une suppression, alors que de son côté, Carlos Sommaruga disait que le droit était de son côté, que les locataires avaient le droit à une suppression de leur loyer et qu'ils étaient prêts à la revendiquer et que cette affaire était potentiellement une affaire à 750 millions de francs. Carlos Sommaruga s'est sans doute senti conforté dans sa position car il y a eu un deuxième avis de droit commandé par l'ASLOCA, c'est un contre-avis de droit de celui de la FRI, qui a été effectué par David Lacha, qui est l'auteur d'ouvrages de référence sur le droit du bail, même s'il a la réputation d'être plutôt proche de l'ASLOCA que des milieux immobiliers. David Lacha, dans son avis de droit, critiquait largement l'avis de droit fourni par la Fédération romande immobilière afin de prétendre que les loyers étaient encore dus, et il arrivait également à la conclusion qu'il existait un défaut de la chose louée qui devait permettre aux locataires de se libérer du paiement du loyer. Il soutenait également les autres arguments juridiques de l'ASLOCA, notamment en rappelant que cette solution semblait la plus équitable pour les locataires et les bailleurs. Les locataires subissent un gros dommage, il n'est pas logique que les bailleurs n'en subissent aucun. Je vous parlais dans ma première vidéo de la possibilité que le Conseil fédéral intervienne dans ce débat. Il n'en sera rien, le Conseil fédéral a tenu à dire que ce litige était un litige de droit privé dans lequel il n'était pas censé intervenir. À mon avis, a raison, car la loi prévoit déjà une solution pour la situation que nous vivons. La situation me semble satisfaisante. Il ne me semble donc pas nécessaire que le pouvoir exécutif interfère dans le pouvoir judiciaire. Cela serait contraire au principe de séparation des pouvoirs qui nous est cher dans nos démocraties libérales. Le Conseil fédéral invitait toutefois les locataires et les bailleurs à essayer de négocier sérieusement afin de trouver des compromis acceptables.
Ce que je vous encourage également à faire, toutefois, j'aimerais rappeler aux locataires que le droit est selon moi probablement de leur côté et qu'il faudrait donc qu'ils se sentent légitimes lors de ces négociations à demander une réduction ou une suppression de loyer, peut-être inférieure à celle à laquelle ils auraient le droit, mais ne pas accepter un simple report d'échéance qui a déjà été accordé par le Conseil fédéral. Un dernier article qui datait du 9 avril s'intéressait encore à la question des loyers commerciaux, en prenant cette fois-ci le cas de Gucci et Louis Vuitton qui s'opposaient à leurs bailleurs pour le paiement de leurs loyers commerciaux. Alors, vous voyez, ce sont des entreprises de luxe qui s'opposent à un bailleur qui a également des moyens financiers conséquents et il y a toutes les chances que ce litige finisse devant les tribunaux et nous permette éventuellement d'avoir une réponse de principe fournie par les tribunaux sur ce sujet. L'article du 24 heures rappelait toutefois bien que les bailleurs et les locataires n'étaient pas d'accord et avaient tous les deux un avis de droit pour défendre leur point de vue. Alors, nous allons donc encore une fois nous intéresser aux points de vue juridiques qui sont défendus dans ces deux avis de droit. Et avant toute chose, j'aimerais juste vous rappeler que malheureusement, les avis de droit vieillissent très mal et que cette vidéo est tournée le 11 avril 2020 et que je pense qu'elle sera pertinente pour 1 ou 2 mois maximum, mais dès que la première décision de justice sera rendue à ce sujet, il faudra plutôt se baser sur cette décision de justice plutôt que sur mon avis. Alors, la question de droit que nous allons évoquer aujourd'hui est celle de l'impossibilité. Est-ce qu'il est impossible pour une des parties à ce contrat de bail de fournir sa prestation? Avant toute chose, il faut signaler que l'impossibilité est un sujet très compliqué en droit suisse, malheureusement. Il faut distinguer l'impossibilité objective de la subjective, la fautive de la non fautive, l'initiale de la subséquente, et il y a encore probablement bien d'autres types d'impossibilités qu'il faut distinguer. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces considérations dans le cadre de cette vidéo, car cela n'intéresse probablement que les juristes. Les non-juristes risquent d'être un peu perdus dans tant de divisions et subdivisions. En outre, mon objectif dans le cadre de ces vidéos What the Flow est de rester le plus accessible possible afin d'avoir une utilité même pour des personnes qui voudraient se passer d'un avocat. Toutefois, il est nécessaire de rappeler à quoi sert l'impossibilité dans le cadre du droit des obligations. Alors, en l'espèce, il faudrait normalement appliquer l'article 119 du Code des obligations. C'est l'impossibilité que l'on invoque lorsqu'une personne, sans faute de sa part et après la conclusion du contrat, ne peut plus exécuter sa prestation. Et non seulement elle ne peut plus exécuter sa prestation, mais personne ne peut plus exécuter cette prestation. C'est ce qu'on appelle une impossibilité objective et non subjective. Dans ce cadre, il faut se demander si une des prestations au contrat de bail est devenue objectivement impossible. Alors, avant toute chose, il faut connaître un principe essentiel dans le droit des obligations qui s'énonce souvent en allemand et qui dit « Geld muss man haben ». Alors, pour les germanophones, on aura compris l'argent, il faut en avoir, mais qui se traduirait mieux par « il est toujours possible d'avoir de l'argent ». Ce principe signifie qu'il est impossible de se libérer de l'obligation de payer une dette en invoquant le fait qu'on n'a plus les moyens de la payer. À partir de là, on comprend que les locataires ne peuvent malheureusement pas se libérer de l'exécution de leurs prestations en invoquant un défaut d'argent. Par contre, on peut se poser la question de savoir s'il est devenu impossible pour le bailleur de mettre à disposition un local. À première vue, la réponse semble être éventuellement oui. Toutefois, il faut savoir qu'il existe de nombreux débats en droit sur la question de l'impossibilité partielle ou temporaire. On se demande s'il est admissible, si elle peut être invoquée en justice et si on peut obtenir gain de cause sur cette base. En outre, les règles sur l'impossibilité sont contenues dans la partie générale du Code des obligations, alors que les règles sur le défaut de la chose louée, dont je vous parlais dans le cadre de ma première vidéo, sont contenues dans la partie spéciale qui traite
en particulier du contrat de bail. Et normalement, en droit, il est toujours nécessaire d'invoquer les règles les plus spéciales avant d'invoquer les règles générales. En outre, théoriquement, l'instrument de l'impossibilité ne devrait pas être invoqué par un locataire qui voudrait ne plus payer son loyer, elle devrait plutôt être invoquée par un bailleur qui a été mis en demeure de mettre un local à disposition. Malgré ces éléments, l'ASLOCA arrive à la conclusion que, vu que les bailleurs sont dans l'impossibilité de fournir leurs prestations, les locataires doivent être libérés du paiement du loyer. En tout cas, pendant les mois où les bailleurs n'ont pas pu mettre les locaux à disposition. L'ASLOCA ajoute que, selon elle, les bailleurs ne sont pas tenus de payer des dommages et intérêts en raison de leur inexécution contractuelle, car ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont pas pu mettre ces locaux à disposition. La FRI, au contraire, considère que les bailleurs continuent d'exécuter pleinement leurs obligations contractuelles, car les bailleurs laissent à disposition les locaux malgré les restrictions de droit public qui ne font qu'empêcher les locataires commerciaux d'exercer leur activité commerciale. Ils peuvent toutefois encore se rendre dans leur librairie, magasins de jeux de société ou encore leur casino, tous ces magasins qui sont interdits par l'ordonnance du Conseil fédéral. À mon avis, il n'est pas absurde d'affirmer que l'impossibilité pourrait être retenue dans le cas d'espèce. Toutefois, cet instrument juridique devrait être utilisé de manière très subsidiaire et il me semble qu'il est bien plus intelligent d'invoquer tout d'abord le défaut de la chose louée qui devrait être retenu bien plus facilement et bien plus logiquement par les tribunaux suisses. Les chances de succès d'une procédure qui n'a été lancée que en raison de l'impossibilité pour le bailleur d'effectuer sa prestation me semblent limitées. Il peut ne pas être inintéressant d'invoquer cet argument en même temps que beaucoup d'autres. Toutefois, il faut, de manière tout à fait essentielle, invoquer également le défaut de la chose louée qui me semble être, à titre personnel, l'argument juridique qui a le plus de chances de l'emporter devant un tribunal. L'ASLOCA semble partager cet avis car elle souligne que le défaut de la chose louée est un argument juridique plus solide que celui de l'impossibilité. Je vous dis à très bientôt sur What the Flow pour la 3e et la 4e vidéo sur ce sujet. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et à bientôt.